Épiderme inférieur et supérieur, et entre les deux épidermes, vous avez ce qu'on appelle un mésophile, c'est-à-dire des structures cellulaires qui peuvent être composées de tissus palissadiques, de tissus vacuneux, peu importe, et vous avez des vaisseaux conducteurs. En gros, voilà la structure globale de toutes les feuilles des plantes qui font partie de ce groupe de type C3. Je ne sais pas si on va pouvoir visualiser ici des C4. Je vais vous montrer la différence par rapport à une plante de type C4. Voilà une coupe transversale dans une plante de type C4. Alors, bien évidemment, la différence essentielle, on retrouve bien sûr les deux épidermes, face supérieure, face inférieure. On retrouve cette structure cellulaire entre les deux épidermes qu'on appelle le mésophile. Méso voulant dire milieu, fil, milieu de la feuille. La particularité de la structure d'une feuille de type C4, alors, exemple le maïs, vous connaissez tous le maïs est une plante de type C4. Si vous faites une coupe transversale dans la feuille de maïs, vous allez observer cette structure-là. Alors, quelle est la particularité? C'est que chez les C4, autour du vaisseau conducteur, on a une ou deux rangées de cellules spécialisées, qu'on appelle les cellules de la gaine périvasculaire. On reviendra sur cette notion plus tard quand on abordera les C4. Et sur le plan structural, voilà ce qui différencie essentiellement une plante de type C3 d'une plante de type C4. Bien évidemment, cette différence structurale a un impact important sur le plan fonctionnel. On verra qu'en termes fonctionnels, les C4 et les C3 ne fonctionnent pas de la même façon. Parce qu'effectivement, les C4 ont cette couronne de cellules spécialisées qu'on appelle les cellules de la gaine périvasculaire. Je reviendrai sur cette notion un peu plus tard quand on parlera bien sûr des plantes de type C4. Alors on va dans un premier temps parler des plantes de type C3. Alors les plantes de type C3, ce sont la majorité, 90% des espèces végétales qui existent sur Terre sont de type C3. C'est pour ça que je commence par les 3. Après les C4 et les CAM, c'est des spécificités particulières. Alors, ces plantes de type C3 fixent le CO2. Alors, je rappelle que la fixation du CO2, ici, se déroule maintenant dans le compartiment stromatique. Hein, on est bien d'accord, on a parlé de la relation structure-fonction, donc de la phase photochimique et du ressort des membranes thylakoïdiennes. Maintenant, nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans l'autre compartiment, qui est le compartiment stromatique. Et dans ce compartiment stromatique, rappelez-vous, on va assister à une transformation du carbone minéral, du carbone du CO2, en carbone organique. C'est ce qu'on a appelé la phase enzymatique. Et au cours de cette phase, il y a des enzymes qui vont intervenir. Alors, ce cycle, on va voir que ça va décrire un cycle, donc c'est un cycle de réaction. Et ce cycle a été découvert pour la première fois, il a été découvert par l'équipe de Calvin, donc c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le cycle de Calvin. Ça a valu à Calvin le prix Nobel en 1961, donc c'est lui qui a découvert ce cycle de fixation du CO2 chez les plantes de type C3. Ce cycle se divise en 3 phases. Il y a ce qu'on appelle la phase de carboxylation, comme son nom l'indique. Alors je pense que je ne vais pas redéfinir les termes, ça c'est des termes que vous avez déjà entendus sûrement en biochimie. Quand on dit une réaction de carboxylation, c'est une réaction de fixation du CO2 sur quelque chose. Donc dans le cycle, vous avez une première phase qui est une phase de carboxylation. On va voir que c'est une réaction de fixation du CO2 sur quelque chose. Nous avons ensuite, dans ce cycle-là, une deuxième phase qu'on appelle la phase de réduction. Alors vous comprendrez pourquoi ce qu'on appelle phase de réduction, je vous montrerai les réactions tout à l'heure. Et puis on a une troisième phase qui s'appelle la phase de régénération. Donc c'est un cycle, donc ce mode de fixation du CO2, c'est un cycle bien évidemment. Alors, ce cycle commence effectivement par la phase de carboxylation. Ces réactions de transformation de CO2, donc du carbone minéral en carbone organique, doivent, bien évidemment, c'est l'évidence, démarrer par une première réaction qui est une réaction de carboxylation. Et on parle donc de phase de carboxylation. Alors cette réaction de carboxylation, elle met en jeu une enzyme très importante. J'insiste sur le très important parce que c'est une enzyme qui existe dans tout le règne végétal, sans exception. Je pense, si je ne me trompe pas, moi je ne connais pas beaucoup les organismes animaux, mais c'est, je pense, l'enzyme qui est la plus importante à l'échelle planétaire. C'est cette enzyme-là parce qu'elle existe chez tous les organismes végétaux, bactéries photosynthétiques comprises. Cette enzyme, c'est ce qu'on appelle la rubisco, la ribulose bisphosphate carboxylase oxygénase. Je vous montrerai le nom de l'enzyme. Que fait cette enzyme? Cette enzyme, je vais vous montrer la réaction dans sa globalité. Cette enzyme qu'on appelle la rubisco, c'est la ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygénase. Quel est son rôle? Elle catalyse
la réaction de carboxylation. Donc vous voyez que le CO2 va se fixer, c'est des réactions de carboxylation. Cette enzyme va catalyser la carboxylation d'un composé à 5 atomes de carbone qu'on appelle le RUBP, le ribulose 1,5-bisphosphate. Alors cette enzyme va donc fixer en quelque sorte le CO2 sur le ribulose 1,5-bisphosphate pour donner un composé à 6 atomes de carbone. Vous voyez, ce composé étant très instable, il va être immédiatement, toujours par l'intermédiaire de cette enzyme, être divisé en deux pour donner 2 molécules à 3 atomes de carbone qui sont des molécules d'acide phosphoglycérique. Voilà la raison pour laquelle on parle de plantes de type C3. Le premier produit de la fixation du CO2 est une molécule à 3 atomes de carbone. Donc toutes les plantes qui ont cette réaction en premier lieu s'appellent donc des plantes sont catégorisées dans les plantes de type C3. Alors, je disais que cette enzyme est très importante parce que vous voyez que si on prend quelques chiffres pour avoir une idée sur l'importance de cette enzyme, elle représente plus de la moitié des protéines solubles. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Vous prenez une cellule, dans ces cellules, il y a des centaines de milliers de protéines solubles qui ont des fonctions différentes. Parmi toutes ces protéines, cette enzyme-là représente plus de la moitié des protéines solubles. Donc c'est une enzyme très importante, bien évidemment, dans le règne végétal. Si vous avez un chiffre ici qui vous donne aussi une idée de l'importance, vous prenez 100 mg de matière sèche. Sur ces 100 mg de matière sèche, vous avez 10%, c'est-à-dire 10 mg de cette enzyme. Donc elle représente environ 10% de la matière sèche. C'est une enzyme qui est très importante. Globalement, voilà la réaction. Alors ça, c'est une réaction détaillée, bien évidemment. Je vous ai mis ici une réaction simplifiée. Donc le CO2 va se fixer sur le RUBP, qui est le ribulose 1,5-bisphosphate, pour donner 2 acides phosphoglycériques, qui sont donc 2 molécules à 3 atomes de carbone. Alors, je vais faire défiler, bien évidemment, toutes les réactions de ce cycle. Je ne vais pas toutes les commenter parce que c'est du descriptif. Vous avez ce fichier sur la plateforme, vous pourrez revoir à tête reposée chacune des réactions. Le but, c'est de voir l'ensemble du cycle, de ne pas redécrire, bien évidemment, toutes les différentes réactions. Alors, pour comprendre un petit peu comment fonctionne un petit peu ce schéma que je vais vous présenter, j'ai fait exprès de mettre en rouge le carbone du CO2. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en rouge? Parce que ça va nous permettre de suivre où il se trouve dans les différentes molécules qui vont se succéder les unes après les autres, parce que c'est une chaîne métabolique, c'est une chaîne de réaction. On va voir que chaque composé, le CO2 se fixe sur le RUBP pour donner de l'acide phosphoglycérique. L'acide phosphoglycérique va se transformer en un autre composé, qui lui-même va se transformer en un autre composé, qui lui-même va se transformer en un autre composé. C'est un cycle de réaction. Et donc, avec ce carbone rouge, on va pouvoir suivre à chaque fois l'interconversion moléculaire et où se situe ce carbone dans les différentes chaînes de réaction. Donc voilà, quelle est la première réaction qui se produit chez les plantes de type C3 au niveau stromatique. Donc elles vont fixer le CO2 sur le RUBP par l'intermédiaire de cette enzyme pour donner de l'acide phosphoglycérique. Alors, quelques éléments d'information très rapides sur cette enzyme. Pourquoi est-ce que je vous les donne? Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, c'est une enzyme qui est très importante dans le règne végétal. C'est une enzyme qui est formée de 2 types de sous-unités, une sous-unité A et une sous-unité B. Il y a ce qu'on appelle la sous-unité catalytique et la sous-unité régulatrice. Et l'enzyme, chez les végétaux supérieurs, est une enzyme du type A8-B8. Ça veut dire qu'elle comporte 8 sous-unités A et 8 sous-unités B. Donc on dit que c'est une enzyme du type A8-B8. Alors je vais passer rapidement sur les détails concernant les poids moléculaires, c'est juste de l'information que je vous donne. Voilà une structure tridimensionnelle d'une enzyme, d'une ribisco, chez le tabac par exemple. Alors bien sûr, vous allez me dire, ici on ne voit que 6 sous-unités A, alors que vous venez de dire qu'il y en a 8. Parce qu'il y en a 2 derrière le plan que je ne vais pas dessiner, bien évidemment. Donc il faut essayer d'imaginer que derrière ces 2-là, vous en avez 2 autres. Donc il y en a 8, effectivement, il y en a 8 sous-unités A. Et de la même manière, ici, vous ne voyez que 4 sous-unités B, parce que les autres sont derrière le plan. Donc, mais l'enzyme chez les végétaux supérieurs est du type A8-B8. Ça veut dire constitué de 8 sous-unités A et 8 sous-unités B. Alors, je vais vous le montrer d'ailleurs, un petit tableau qui vous donne la variabilité de structure de cette enzyme dans le règne végétal. Vous voyez que cette enzyme, chez les végétaux supérieurs, d'une manière générale, est du type A8-B8, constitué de 8 sous-unités A et 8 sous-unités B. C'est le cas également chez les algues vertes, mais il faut savoir que chez d'autres organismes, on a cette enzyme, elle existe, mais elle n'a pas la même structure. Elle peut être du type A2, du type A4, du type A6, du type A8, etc. Alors vous voyez que ces grandes variations, on les trouve en particulier chez les bactéries photosynthétiques. Cette même enzyme, c'est toujours la même enzyme,
elle a des structures différentes selon le type d'organisme. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que chez les angiospermes, chez les végétaux supérieurs, chez les algues vertes, cette enzyme est toujours du type A8B8, c'est-à-dire composé de 8 sous-unités A et 8 sous-unités B. La sous-unité A étant la sous-unité catalytique. Alors, rapidement, bien évidemment, la localisation de cette enzyme, je ne fais que le rappeler, mais je pense que vous avez compris, c'est une enzyme qui est stromatique, c'est évident, puisque l'ensemble du cycle enzymatique est un cycle stromatique, donc c'est une enzyme qui est stromatique, c'est évident. Quelles sont ses propriétés? Très rapidement, alors c'est une enzyme qui fonctionne après 2 étapes. Il y a une première étape qui est une étape d'activation de l'enzyme, puis une deuxième étape qui est une étape de catalyse de l'enzyme. Alors, la première étape d'activation, en fait, cette enzyme, alors ce que j'ai appelé E ici, c'est l'enzyme sous sa forme inactive, va fixer dans un premier temps une première molécule de CO2. Alors ce CO2, c'est pas ce qu'on appelle le CO2 substrat, c'est ce qu'on appelle le CO2 activateur. C'est une première molécule de CO2 qui va se lier à l'enzyme pour activer en quelque sorte cette enzyme. Donc c'est cette forme-là. Vous voyez que l'enzyme va fixer une première molécule de CO2 pour donner cette forme-là. Cette forme n'est pas encore la forme active. Pour que l'enzyme soit active, il faut qu'elle fixe du magnésium. Rappelez-vous, quand on a parlé de la phase photochimique, je vous ai dit, parmi les mouvements ioniques, il y en a 2 qui sont importants, le mouvement des protons et le mouvement du magnésium. Et on a vu que pendant cette phase photochimique, le magnésium sortait vers le stroma. Il y avait une augmentation de la concentration en magnésium dans le stroma. Et je vous ai dit, ça c'est une conséquence importante de la phase photochimique parce qu'elle va avoir un impact sur la phase enzymatique. La plupart des enzymes qui vont transformer le CO2 en matière organique sont des enzymes qui sont cation dépendants et en particulier magnésium dépendants. Donc vous voyez que cette enzyme-là, qui est donc l'enzyme majeure, c'est elle qui déclenche la transformation de CO2 en matière organique. Et cette enzyme a besoin de magnésium pour être active. Donc voilà un petit peu le lien qui existe entre ce qui s'est passé pendant la phase photochimique et la phase enzymatique. Alors, cette enzyme va fixer effectivement du magnésium pour donner la forme active maintenant de l'enzyme. Ça, c'est la forme active de l'enzyme. Et à partir du moment où l'enzyme est active, elle va pouvoir catalyser la réaction. Donc, on passe à l'étape de catalyse. Donc, cette enzyme qui est active va permettre effectivement la fixation du CO2 ici. Alors, je l'ai mis en rouge pour le distinguer de celui-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le CO2 substrat. C'est lui qui va effectivement se fixer sur le RUVP pour donner de l'acide phosphoglycérique. Donc vous avez effectivement l'enzyme sous sa forme active qui va permettre la fixation du CO2 substrat sur le RUVP pour donner de l'acide phosphoglycérique. Alors je vous ai donné ici les caractéristiques cinétiques de cette enzyme. Bon, je pense que vous avez fait un peu d'enzymologie, vous êtes capable de traduire vous-même ces notions de cinétique. Je rappelle brièvement, pour ceux qui ont oublié, que le Km, ce qu'on appelle le Km, définit l'affinité d'une enzyme pour son substrat, et en fait le Km représente la concentration du substrat pour laquelle on a Vmax sur 2, la moitié de la vitesse maximale. Donc, vous avez une idée ici, hein, vous voyez par exemple que avant activation, le Km de l'enzyme, de cette enzyme, est de 450 micromolaires. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, si on a 450 micromoles de CO2, on atteint à peine la moitié de la vitesse maximale. Et alors qu'après activation, vous voyez que la concentration diminue, ça veut dire que l'affinité augmente. Donc après activation, bien évidemment, l'affinité de l'enzyme pour le substrat augmente, puisqu'on passe de 450 micromolaires à 12 micromolaires. Bon, après, vous avez l'affinité de l'enzyme pour la forme dissoute du CO2, qui est la forme carbonate. HCO3-, c'est la forme dissoute, alors que ça, c'est la forme gazeuse. C'est une enzyme qui peut fonctionner avec la forme dissoute du CO2, sauf que ce n'est pas la même constante d'affinité. Vous voyez que la constante d'affinité est totalement différente de la forme, ici c'est la forme dissoute du CO2, et ça c'est la forme gazeuse du CO2. Ce qui veut dire que c'est une enzyme qui a plus d'affinité pour le CO2 dans sa forme gazeuse que pour le CO2 dans sa forme dissoute. Hein, parce que vous voyez qu'il faut 22 millimolaires en CO2 pour atteindre les max sur 2. Alors après vous avez d'autres caractéristiques cinétiques, vous pouvez le regarder, c'est pas très important pour l'instant. Alors maintenant, juste une petite précision, vous voyez que cette enzyme s'appelle ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygénase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une enzyme, on va le voir, qui a une double fonction. Pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à la fonction carboxylasique, c'est-à-dire celle qui permet la fixation du CO2 sur le RUVP. Mais on va voir qu'il y a un autre mécanisme qui met en jeu la fonction oxygénasique de cette enzyme. C'est pour ça que je vous ai donné parmi les caractéristiques cinétiques le KM aussi de l'oxygène. Vous n'en aurez pas besoin pour l'instant, mais il vous servira quand on parlera d'un autre mécanisme qui met en jeu la fonction oxygénasique de cette enzyme. D'ailleurs, si vous consultez des ouvrages anciens, à la bibliothèque par exemple, qui sont antérieurs à 1975, vous verrez que l'enzyme, avant 1975, s'appelait juste
RUBPC, ribulose bisphosphate carboxylase. On ne connaissait pas encore la fonction oxygénasique de cette enzyme, elle n'a été connue qu'après les années 75. D'accord ? Donc c'est dans les ouvrages récents que vous allez trouver effectivement cette appellation ribulose bisphosphate carboxylase oxygénase. D'accord ? On parlera un peu plus tard de la fonction oxygénasique de cette enzyme. Alors, pour terminer sur cette enzyme, rapidement les propriétés de cette enzyme, vous voyez, si on regarde, alors on a parlé du magnésium, vous avez vu que c'était une enzyme magnésium dépendante. C'était pour faire le lien avec la phase photochimique. Rappelez-vous, la phase photochimique permet d'enrichir le stroma en magnésium et donc de mettre les conditions favorables pour que cette enzyme puisse fonctionner. Alors, autre caractéristique importante de cette enzyme, vous voyez que le pH optimum de cette enzyme se situe aux environs de 8 à peu près, pour une concentration de 10 millimolaires en magnésium. Il se décale un petit peu vers les zones alcalines lorsque la concentration en magnésium baisse. Là encore, pourquoi est-ce que cette caractéristique est importante? Rappelez-vous de ce qui se passe pendant la phase photochimique. Pendant la phase photochimique, il y a non seulement un accroissement de la concentration en magnésium dans le stroma, ce qui favorise l'activité de cette enzyme, puisque là on a besoin pour s'activer, mais rappelez-vous, ce qui se passe aussi, c'est une alcalinisation du stroma parce que les protons rentrent dans le humain. Et cette alcalinisation du stroma, rappelez-vous, le stroma il passe d'une valeur de 7,2, 7,5 à 8,8,2. Donc cette alcalinisation du stroma va favoriser bien évidemment l'activité de cette enzyme, puisque l'optimum de pH de cette enzyme est aux environs de 8. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a un lien très étroit entre cette phase photochimique et la phase enzymatique. La phase photochimique met en place, en quelque sorte, les conditions favorables pour que les enzymes puissent fonctionner correctement. Voilà donc pour cette réaction. Alors pour résumer, voilà ce que vous avez à retenir. En fait, la phase de carboxylation est une phase de fixation du CO2 sur le RIVP pour donner de l'acide phosphoglycérique. Alors, j'ai numéroté le carbone. Bon, je pense que vous connaissez la méthode de numérotation des carbones. Vous avez pu voir ça en chimie organique. Oui. On commence par le carbone le plus oxygéné. Donc, bien évidemment, ici, ou celui qui est le plus proche de la fonction la plus oxygénée, ce qui est le cas ici. Ce carbone et celui-là ont le même niveau d'oxygénation, mais celui-là est beaucoup plus proche d'une fonction cétone. Donc on va commencer la numérotation par ici, bien évidemment. Alors pourquoi cette numérotation est importante? Parce qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure des réactions où se situe ce carbone du CO2 dans les différentes molécules. Donc vous voyez que ici, ce CO2 va se fixer sur le RIVP pour donner 2 molécules d'acide phosphoglycérique. Alors, pour équilibrer l'ensemble du cycle, imaginons que nous ayons 3 molécules de RIVP et 3 molécules de CO2. Si on a 3 molécules de RIVP et 3 molécules de CO2, on va avoir la production de 6 molécules d'acide phosphoglycérique. D'accord ? Donc pour équilibrer le cycle, on va partir sur cette réaction-là. Imaginons que nous ayons, alors bien sûr, chaque RIVP va fixer un CO2 et chaque fixation de CO2 va donner 2 molécules d'acide phosphoglycérique. Donc si on part de 3 RIVP et 3 CO2, on va avoir 6 molécules d'acide phosphoglycérique. Ça, c'est la première phase qui est la phase de carboxylation. Deuxième phase de ce cycle, c'est ce qu'on a appelé la phase de réduction. Alors, au cours de cette phase de réduction, vous voyez qu'on a ici l'acide phosphoglycérique, c'est-à-dire le produit de la première réaction. On va voir, les réactions vont s'enchaîner les unes après les autres, bien évidemment. Cet acide phosphoglycérique, qu'est-ce qu'il devient? Et il va toujours, alors je rappelle que nous sommes toujours dans le stroma. Toutes ces réactions se déroulent dans le stroma. Et elles se déroulent selon un cycle, bien évidemment, métabolique. Donc l'acide phosphoglycérique qui a été formé par la première réaction va être transformé en acide 1,3-diphosphoglycérique. Donc c'est une réaction de phosphorylation. Une réaction de phosphorylation qui va consommer de l'ATP. Donc vous voyez que ici c'est de l'acide phosphoglycérique et ici c'est de l'acide 1,3-diphosphoglycérique. Donc on a du phosphate qui est venu se fixer là. Alors, vous voyez que cette réaction, alors c'est pareil, à chaque fois je vais vous donner le nom de l'enzyme qui catalyse cette réaction et bien évidemment comment elle se déroule. Vous voyez que dans cette phase-là, c'est une réaction de phosphorylation, c'est une kinase qui va consommer de l'ATP. Cette ATP, quelle est son origine? C'est la phase photochimique. C'est pendant la phase photochimique qu'on a eu production d'énergie chimique. Rappelez-vous, production de NADPH et production d'ATP. Vous voyez que cette phase, elle est dépendante de la phase photochimique, bien évidemment. Donc, ici, l'APG, l'acide phosphoglycérique, est transformé en acide 1,3-diphosphoglycérique par une réaction de phosphorylation qui est catalysée ici par une kinase. Alors vous voyez que si on regarde maintenant la numérotation et l'emplacement du carbone rouge, il ne se déplace pas. Vous voyez qu'il reste en position 1. Ici, c'est une simple réaction de phosphorylation qui n'affecte pas la position du carbone dans la molécule. Donc il reste toujours en position 1. Alors que devient cet acide 1,3-diphosphoglycérique? Il va bien évidemment lui-même, parce que c'est un cycle réactionnel, être transformé en glycéraldéhyde de 3-phosphate.
cet acide 1,3-diphosphoglycérique va être maintenant réduit. Tout à l'heure, c'était une réaction de phosphorylation. Ici, c'est une réaction de réduction qui consomme du NADPH. Rappelez-vous, origine du NADPH, la phase photochimique, bien évidemment. Le NADPH était utilisé dans cette réaction de réduction pour réduire l'acide 1,3-diphosphoglycérique en glycéraldéhyde de 3-phosphate. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est le nom ici. Là encore, si on regarde la position du carbone de départ, elle n'a pas changé, puisque c'est une simple réaction de réduction ici, et donc ça n'affecte pas la position du carbone. Alors voilà la raison pour laquelle, donc, vous voyez que dans cette phase, vous avez ici une phase de réduction, c'est pour ça que le nom général de la phase s'appelle la phase de réduction. Dans la réalité, dans cette phase, il y a trois réactions, on va voir qu'il y a une troisième, il y a trois réactions, il y a une première réaction de phosphorylation, une deuxième réaction de réduction et une troisième réaction d'isomérisation. Je pense que vous connaissez aussi ce terme, et de voir ça en biochimie. On va avoir une réaction d'isomérisation, c'est-à-dire que les glycéraldéhyde 3-phosphate peut être isomérisé en dihydroxyacétylphosphate par l'intermédiaire d'une isomérase. Et vous voyez que là, la réaction, elle va dans les deux sens. L'un peut être isomérisé en l'autre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la notion d'isomère. Qu'est-ce qu'un isomère? Quand on a deux isomères, quelle est la différence entre deux isomères? Chimiquement, quelle est la différence entre deux isomères? C'est la fonction. La formule brute est la même. Si vous calculez, si vous écrivez la formule brute, elle va être la même. La différence, c'est bien évidemment les fonctions. Ici, c'est une fonction cétone, et ça, c'est une fonction OH. D'accord? Donc, c'est ce qui différencie les deux isomères. Mais bien évidemment, c'est une simple réaction d'isomérisation qui va transformer soit le glycéraldéhyde 3-phosphate en dihydroxyacétylphosphate, ou inversement, le dihydroxyacétylphosphate en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, voilà quelles sont les trois réactions qui font partie de cette deuxième phase du cycle qu'on appelle la phase de réduction. Et vous voyez que, partant, rappelez-vous, on avait 6 molécules d'acide phosphoglycérique. On a dit pour équilibrer le cycle, on va partir de 3 RUVP, 3 CO2 qui vont donner 6 molécules d'acide phosphoglycérique. Partant de 6 molécules d'acide phosphoglycérique, on va obtenir 6 triosephosphates. Le dihydroxyacétylphosphate et le glycéraldéhyde sont des trioses, bien évidemment, des triosephosphates. Donc globalement, partant de 6 APG, on va obtenir 6 triosephosphates, qui sont en partie sous forme de glycéraldéhyde et en partie, on va le voir, sous forme de dihydroxyacétone de phosphate. Donc voilà pour cette deuxième phase qu'on appelle la phase de réduction. À l'intérieur de ce cycle, qu'on appelle le cycle de Calvin, on a vu il y a une première phase de carboxylation, puis à partir du produit de la carboxylation, on a une phase de réduction. Ce composé qui est issu de la phase de carboxylation va être phosphorylé, puis réduit, puis isomérisé. Et vous voyez que cette phase est très importante. Pourquoi? Parce que cette phase a besoin de l'énergie qui a été produite pendant la phase photochimique. Alors, je ne vous ai pas parlé du détail concernant chacune de ces enzymes. Si vous êtes intéressé, vous me le dites, je vous donnerai le détail de chacune des enzymes avec les caractéristiques, etc. Mais la plupart des enzymes qui interviennent, parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs enzymes, à chaque fois, c'est une réaction enzymatique, donc la plupart des enzymes qui fonctionnent dans l'ensemble du cycle sont des enzymes magnésium dépendants ou cation dépendants. Donc en fait, l'importance du magnésium dont la concentration a augmenté dans le stroma au cours de la phase photochimique a un impact positif, bien évidemment, sur l'ensemble de ces réactions, puisque la plupart des enzymes qui interviennent dans ce cycle sont des enzymes qui sont magnésium dépendants. Besoin de magnésium pour fonctionner. Voilà pour ce qui est de la phase de réduction. Alors la troisième phase, c'est une phase de régénération. Est-ce que vous connaissez ce terme, régénérer quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cycle. Ça veut dire qu'on va revenir au point de départ. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. C'est un cycle métabolique et on va revenir au point de départ. Donc le terme régénération vient du verbe régénérer. Qui connaît la définition de ce verbe? Que veut dire régénérer? Renouveler. Vous prenez un lézard, vous lui coupez la queue va se régénérer. On dit qu'elle est reproduite à nouveau. Régénérer, c'est reproduire à nouveau. Donc ici, c'est une phase de régénération. Ça veut dire que le premier produit qui a été utilisé au départ va être reproduit, régénéré, puisque c'est un cycle. Et le premier produit qui a été utilisé dans cette réaction, c'est quoi? Dans la phase de carboxylation, là, c'est tout un cycle. Quel est le premier composé qui a été utilisé dans la phase de carboxylation? Le ribulose 1,5-bisphosphate. C'est le ribulose sur lequel est venu se fixer le CO2. D'accord? Pour qu'un autre CO2 vienne se fixer, il faut que le RUPP soit reproduit à nouveau, si c'est un cycle.
Donc la phase de régénération, on va le voir, va permettre de régénérer le RUBP qui a été utilisé au départ, puisque c'est un cycle, à chaque fois que le CO2 va vouloir se fixer, ben, il a besoin de RUBP. Et donc lorsque le RUBP est consommé dans la phase de carboxylation, il va pouvoir être régénéré par la phase de régénération. Alors, dans cette phase de régénération, on va voir qu'une partie des trioses produits, ici il y en a 6, une partie des 6 trioses qui ont été produits pendant la phase de réduction vont servir dans cette phase de régénération. Et on va voir en réalité que sur les 6 trioses produits, 5 de ces 6 trioses vont servir dans la phase de régénération. Et il en restera un 6e, je vous dirai tout à l'heure à quoi il sert. Donc sur les 6 trioses produits, ici, on va voir qu'il y en a 5 qui vont être utilisés dans la phase de régénération de ces molécules de RUBP dont on a parlé tout à l'heure. Alors, cette phase de régénération, elle commence par quoi? Alors voilà, pour avoir une idée, on est parti de 6 molécules d'acide phosphoglycérique qui ont été phosphorylées puis réduites, et sur ces 6 trioses de phosphate, on a dit, bon j'ai mis 5 plus 1 parce que vous allez voir qu'il n'y en a que 5 qui vont être utilisés dans la phase de régénération, et il en restera un, je vous expliquerai ce triose qui reste, qu'est-ce qu'il va devenir, et sur ces 5 trioses de phosphate, vous allez voir qu'il y en a les 2 cinquièmes qui sont sous la forme de dihydroxyacétylphosphate, c'est-à-dire 2 sur 5, et les 3 autres qui sont sous la forme de glycéraldéhyde 3-phosphate. Dans la phase de régénération, alors je vais à chaque fois utiliser des chiffres pour que vous puissiez situer un peu les réactions, vous allez voir que on va utiliser 5 trioses, que je vais appeler 1, 2, 3, 4, 5. Sur ces 5 trioses, 2 seront sous la forme de dihydroxyacétylphosphate et 3 seront sous la forme de glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, comment se déroule cette phase de régénération? Donc on est dans la phase de régénération ici, c'est-à-dire la 3e phase du cycle de Calvin. Dans cette phase de régénération, vous voyez qu'il y a 2 trioses qui vont être utilisées, 1 et 2, sauf que le premier est sous la forme de dihydroxyacétylphosphate, le second est sous la forme de glycéraldéhyde 3-phosphate. Cette réaction, c'est une réaction d'aldolysation. C'est pas là encore, j'imagine que c'est des notions que vous avez vues en biochimie. Une aldolysation est une réaction qui met en jeu ici 2 trioses pour donner un exose. Donc 2 trioses vont, par l'intermédiaire de cette enzyme, donner un exose. Donc à partir de ces 2 trioses, on a la formation de fructose 1,6-bisphosphate. Et cette réaction d'aldolysation met en jeu les carbones 1 et 1 des 2 molécules. Donc en fait la réaction se fait carbone 1 avec carbone 1. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dessiné cette molécule avec la tête vers le bas, pour montrer que la réaction va se faire entre ce carbone et ce carbone-là. Donc en fait, il y a une liaison qui va s'établir entre ces 2 carbones par l'intermédiaire de cette aldolase pour donner du fructose 1,6-bisphosphate. Et vous voyez que ici maintenant, si on regarde la position de ces carbones, ici c'était le carbone 1 de cette molécule, et ça c'est toujours le carbone 1 de cette molécule. Lorsque cette réaction va se produire, on va obtenir du fructose 1,6-bisphosphate qui sera lui marqué. Alors, imaginons que ce carbone est radioactif. Dans les expériences qu'a réalisé Calvin, il a utilisé du carbone radioactif pour suivre un peu la position de ce carbone. Et en fait, ce carbone 1 va se retrouver, c'est le carbone numéro 3 du fructose 1,6-bisphosphate, et ce carbone numéro 1 va devenir le carbone 4 du fructose 1,6-bisphosphate. Voilà quelle est la première réaction dans cette phase de régénération, et vous voyez que cette réaction met en jeu 2 trioses. On l'a dit, il y en a 5 qui vont être utilisés, pour l'instant il y en a 2 qui vont donner du fructose. Alors, réaction suivante, je vais passer rapidement dessus parce que c'est une réaction de déphosphorylation. Le fructose 1,6 va être déphosphorylé en fructose 6 par une bisphosphatase, tout simplement. Et là, bien évidemment, les carbones sont restés au même endroit, il n'y a pas eu de changement. C'est une simple réaction de déphosphorylation. Que devient le fructose? Le fructose 6-phosphate, maintenant, va réagir avec une 3e molécule de triose, qui est ici sous la forme de glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, et là, c'est une réaction qui va être catalysée par une enzyme du type transcétolase. Que fait cette transcétolase? Elle va venir couper la molécule de fructose ici, là où j'ai mis une flèche jaune, et elle va venir fixer ce morceau-là sur le carbone numéro 1 du glycéraldéhyde 3-phosphate. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Lorsque cette enzyme va couper ici, vous allez avoir cette partie de la molécule. Qu'est-ce que c'est? C'est une molécule à 4 atomes de carbone, c'est de l'érythrose 4-phosphate. Et vous voyez que le carbone numéro 3 et 4 ici deviennent le carbone 1 et 2 de l'érythrose 4-phosphate. Et maintenant, ce morceau de la molécule va venir réagir avec ce carbone numéro 1 pour donner un xylulose, donc une molécule à 5 atomes de carbone. Et vous voyez que ce xylulose, lui, va être marqué sur le carbone numéro 3, puisque ce 1 ici
devient du carbone numéro 3 du xylulose 5-phosphate. Vous voyez que dans cette réaction-là, partant d'un C6 et d'un C3, en fait on a 9 carbones au total, on obtient les 9 carbones sous la forme d'un C4 et d'un C5. Réaction suivante maintenant. Et on va voir que cette érythrose qui a été formée, il va réagir avec une 4e molécule de triose, qui est ici sous la forme de dihydroxyacétone phosphate. Là encore, par l'intermédiaire d'une aldolase, les réactions vont se faire carbone 1, pour donner une molécule à 7 atomes de carbone qui est le cédoéculose 1,7-biphosphate. Et vous voyez là encore que ce carbone 1 va devenir le carbone numéro 3 du cédoéculose. Le 1 ici va devenir le 4 et le 2 va devenir le 5. Et on obtient là à nouveau du cédoéculose, qui est donc une molécule à 7 atomes de carbone. Alors la réaction suivante va être une réaction de déphosphorylation encore. Ce cédoéculose va tout simplement être déphosphorylé en cédoéculose 7-phosphate. Ici c'était le 1,7-bisphosphate. Ici c'est le 7. Là encore l'enzyme qui catalyse cette réaction c'est une bisphosphatase. Pas de changement dans la position des carbones puisque c'est une simple réaction de déphosphorylation. Réaction suivante. La réaction suivante met en jeu un 5e triose. Rappelez-vous, je vous ai dit, dans cette phase de régénération, il y a 5 trioses qui vont être consommés. Donc, dans cette dernière réaction, enfin, dernière, en tout cas qui utilise le triose, vous voyez qu'il y a une 5e molécule de triose qui va être utilisée sous la forme de glycéraldéhyde 3-phosphate et qui va réagir à nouveau avec le cédoéculose par une réaction de transcétolysation. Donc, c'est une transcétolase qui va catalyser cette réaction. Là encore, cette transcétolase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper cette molécule à ce niveau-là pour donner cette partie de molécule. Cette partie du molécule, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule à 5 atomes de carbone, c'est du ribose, 5-phosphate, et vous voyez que le carbone 3, 4, 5 devient le carbone 1, 2, 3 du ribose. Et ce morceau de la molécule ici va venir réagir avec le carbone numéro 1 de ce triose pour donner à nouveau une autre molécule à 5 atomes de carbone qui est du xylulose. Et vous voyez là encore que ce carbone 1 va devenir le carbone 3 du xylulose. Donc, globalement, si on résume, nous avons utilisé au cours de ces différentes réactions 5 trioses. 5 x 3, ça fait combien? Un triose, c'est 3 carbones. 5 x 3, ça fait combien? 15. Ça fait 15. Ces 15 carbones, on les retrouve comment? Ben, il y en a 5 ici, 5 là, et 5 dans le xylulose de la réaction précédente. Donc, en fait, ce sont des simples réactions d'interconversion moléculaire. Donc il n'y a pas eu de perte de carbone. Les 15 carbones qui étaient sous forme de triose, 5 x 3 ça fait 15, mais on les retrouve sous forme de pentose. 3 pentoses, il y a 2 xyluloses et 1 ribose, donc 3 pentoses, on retrouve les 15 atomes de carbone. Donc ce sont des simples réactions de régénération, d'interconversion moléculaire, il n'y a pas de perte de carbone, rappelez-vous ici. Alors maintenant, que deviennent ce xylulose et ce ribose? Bien évidemment, ce n'est pas encore du ribulose. Rappelez-vous, le premier produit qui a servi pour fixer le CO2, c'est du ribulose 1,5-bisphosphate. C'est un pentose, mais ce n'est pas cela. Ce qui veut donc dire que ceux-là vont subir d'autres réactions pour, bien évidemment, régénérer. Alors, je les ai rappelés ici. Donc, on a 2 molécules de xylulose qui ont été formées et une molécule de ribose à partir de ces 5 trioses. Que deviennent ces molécules? Les xyluloses vont être épimérisées. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la notion d'épimère, 2 épimères. Quelle est la différence entre 2 épimères? Tout à l'heure, on a parlé d'isomérisation, c'est des fonctions qui sont différentes. Ici, ce sont des épimères, donc la formule brute est la même, les fonctions sont les mêmes. Qu'est-ce qui différencie 2 épimères? C'est la position des fonctions par rapport au plan de la molécule. D'accord? Donc, bien évidemment, on ne va pas voir la différence ici entre ça et ça, c'est exactement la même chose, parce que c'est des formules en plan, ici. Donc, les 2 xyluloses vont se transformer en 2 ribuloses, et le ribose, alors ici, c'est une réaction par contre d'isomérisation. Le ribulose 5-phosphate va être isomérisé par une autre enzyme pour donner aussi du ribulose. Et donc, partant de 2 xyluloses et d'un ribose, on va obtenir 3 ribuloses 5-phosphate. Alors, bien évidemment, ces 3 ribuloses 5-phosphate n'ont pas la même origine. Les 2, il y en a 2 sur 3 qui viennent du xylulose. Donc, en fait, 2 de ces 3 molécules vont être marquées uniquement sur le carbone 3 parce que le xylulose était juste sur le carbone 3. Et une molécule sur 3 de ce ribulose 5-phosphate provient du ribose 5-phosphate qui lui était marqué en position 1, 2 et 3. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur les 3 molécules, il y en a une qui va être marquée sur le 1, le 2, le 3 parce qu'elle vient de celui-là.
et 2 qui vont être marqués uniquement sur le 3 parce qu'ils viennent de ces molécules-là. Et donc vous voyez que là encore, ces 3 pentoses qui ont été formées vont donner 3 ribuloses de 5-phosphate par ces 2 réactions d'épimérisation et d'isomérisation. Alors maintenant, dernière réaction dans cette phase de régénération, je pense que vous l'avez compris, si vous avez suivi le cycle, vous avez compris. Qu'est-ce qui va se passer sur les ribuloses de 5-phosphate? On va avoir une réaction de phosphorylation pour que le ribulose se transforme, le ribulose 5 se transforme en ribulose 1,5-bisphosphate, c'est-à-dire le premier produit qui a servi pour la fixation du CO2. Alors effectivement, dans la dernière réaction dans cette phase de régénération, les 3 molécules de ribulose 5-phosphate vont être phosphorylées par l'intermédiaire d'une kinase, c'est une phosphoribulokinase. Donc bien évidemment, il y a une consommation d'ATP. Quelle est l'origine d'ATP? C'est la phase photochimique qui les a produites, bien évidemment. Cet ATP, bien évidemment, chaque molécule va utiliser une molécule d'ATP, donc il y a 3 ATP qui sont consommés ici pour donner 3 ribuloses 1,5-bisphosphate. Rappelez-vous, on est bien parti de 3 ribuloses 1,5-bisphosphate et 3 CO2 pour donner 6 acides phosphoglycériques. Donc vous voyez que ces 3 ribuloses 1,5-bisphosphate ont été régénérés, reproduits pendant cette phase de régénération à partir des 5 trioses. Il y en avait 6, on verra quel est le devenir du ciel, mais sur les 6 trioses, 5 ont servi à régénérer les 3 molécules des RUBP qui ont été utilisées au départ. Alors voilà, ça c'est le détail des réactions, vous aurez l'occasion de les revoir à tête reposée. Je suis passé très rapidement dessus parce qu'il n'y a rien de particulier, disons, à expliquer. J'ai supprimé tous les mécanismes enzymatiques parce que ça serait trop long d'insister dessus, mais globalement c'est une chaîne métabolique, ce sont des réactions qui se succèdent les unes après les autres. Pour avoir une vue d'ensemble, voilà la vue d'ensemble de l'ensemble du cycle. Donc c'est ça qui est important, on va pouvoir revoir l'ensemble du cycle. Donc dans ce cycle-là, on a dit il y a 3 phases, phase carboxydation, phase de réduction et phase de régénération. Phase de carboxydation, c'est la fixation du CO2 sur le RUBP, que j'ai mis ici, c'est une molécule que j'ai mise en bleu. Alors on est parti, on a dit, pour équilibrer le cycle, imaginons qu'on ait 3 RUBP et 3 CO2. Donc à partir de 3 RUBP et 3 CO2, on a 6 molécules d'acide phosphoglycérique. C'est ce que j'ai, 6 ronds en C3. Ces 6 ronds en C3, rappelez-vous, ils ont subi la phase de réduction, c'est-à-dire que chaque acide phosphoglycérique va être phosphorylé puis réduit, ensuite isomérisé. Donc à partir de ces 6 acides phosphoglycériques, après les réactions de phosphorylation et de réduction, qu'est-ce qu'on obtient ici? 6 trioses. 6 trioses, en partie sous la forme de glycéraldéhyde 3-phosphate et en partie sous la forme d'hydroxyacétone phosphate, puisqu'il y a une réaction ici d'isomérisation entre les glycéraldéhydes et l'hydroxy. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit, sur ces 6 trioses, 5, vous allez le voir. Alors j'ai mis une couleur différente, ça ne veut pas dire que le triose est différent, c'est juste pour l'identifier. Mais sur ces 6 trioses, il y en a 5 qui vont servir dans la phase de régénération, et puis le 6e, on va voir à quoi il sert. Donc vous voyez que sur ces 6 trioses, il y en a 2 déjà qui vont donner le fructose 1,6-bisphosphate, qui va ensuite être déphosphorylé. Bon, là je ne l'ai pas schématisé. Ce fructose 6-phosphate va réagir avec le 3e triose pour donner une érythrose et du xylulose. Cet érythrose va réagir avec un 4e triose pour donner du cédoéthulose, et ce cédoéthulose va réagir avec un 5e triose pour donner du xylulose et du ribose. Ces molécules en C5 vont ensuite se transformer en ribulose 5-phosphate, qui ensuite va être phosphorylée pour régénérer les 3 molécules de RUBP qui ont été utilisées au départ. Donc, vous voyez, ça c'est l'ensemble du cycle réactionnel qui se déroule au niveau somatique, qu'on appelle le cycle de Calvin, qu'on appelle également le cycle C3, parce qu'il caractérise les plantes de type C3. Donc c'est pareil, c'est des appellations différentes. Cycle C3, ça veut dire que le premier produit de fixation est une molécule à 3 atomes de carbone, tout simplement. Donc certains utilisent le nom du chercheur qui l'a découvert, et donc l'appellent le cycle de Calvin. Mais si un jour, dans un ouvrage, vous trouvez cycle C3, ça veut dire tout simplement le cycle de Calvin. D'accord? Donc ce sont des appellations différentes. Alors, vous voyez que finalement, l'ensemble de ce cycle-là a permis donc de régénérer le RUBP. Qu'est-ce qui reste de ce cycle? Quel est l'excédent de ce cycle? L'excédent de ce cycle, c'est ce 6e triose. Ce 6e triose, qu'est-ce qu'il devient? C'est lui qui est à l'origine de toutes les voies métaboliques qui synthétisent les protéines, les acides aminés, les lipides, les glucides, toutes les molécules organiques dans la cellule. Le point de départ, toutes les voies métaboliques
c'est ce triose. Donc ce sont les trioses, c'est ce triose qui est issu de ce cycle de Calvin, qui va ensuite servir de substrat à toutes les voies métaboliques cellulaires. On n'aura pas l'occasion de les détailler, bien évidemment, ce n'est pas l'objectif de ce cours, mais on verra quelques exemples. Donc c'est ce triose qui est à l'origine de toutes les voies métaboliques cellulaires pour produire des acides aminés, des acides gras, des protéines, des lipides, etc. Ce triose, finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, ce triose, rappelez-vous, ces 3 molécules de RUBP, on les a régénérées. Et ce triose, il vient d'où finalement? Si on veut faire un bilan synthétique, ben, il vient des 3 carbones. C'est un triose, il provient des 3 carbones du CO2. Donc finalement, vous voyez que le carbone du CO2, qui était du carbone minéral, ben, il s'est transformé en carbone organique. Puisque c'est ce triose qui va ensuite donner ce qu'on appelle les photosynthétases, c'est-à-dire les produits de la photosynthèse. Et les produits de la photosynthèse, ben, c'est toutes les matières organiques qui sont fabriquées au niveau cellulaire. D'accord? Et vous voyez donc que ce carbone minéral, finalement, ben, s'est transformé en carbone organique. D'accord? Et vous voyez que cette transformation du carbone minéral en carbone organique nécessite bien évidemment de l'énergie. Vous voyez que s'il n'y a pas d'ATP, s'il n'y a pas d'NADPH, ce cycle ne peut pas fonctionner. Or, cet ATP et cet NADPH sont produits pendant la phase photochimique. Donc il y a bien un lien entre la phase photochimique qui se déroule au niveau thylakoïdien et la phase enzymatique qui se déroule au niveau chromatique. Alors, c'est pas tout, bien évidemment, rappelez-vous, la phase enzymatique a besoin de la phase photochimique parce qu'elle produit l'énergie chimique nécessaire, mais elle a besoin de la phase photochimique parce qu'elle met en place les conditions favorables pour que ces enzymes fonctionnent. Et parmi ces conditions favorables, c'est l'alcalinisation du stroma et l'accroissement du stroma en amidine. Ce sont des conditions favorables qui permettent à toutes ces enzymes de fonctionner. Okay. Voilà donc pour ce cycle qu'on appelle donc le cycle de Calvin. Alors c'est pareil, si vous téléchargez ce fichier qui est sur la plateforme, vous allez voir qu'en dessous de chaque diapositive, vous avez un petit commentaire. Tout ce que je viens de vous dire ici, vous allez le retrouver, tous ces commentaires, vous allez les retrouver sous chaque diapositive. Vous voyez, sous chaque diapositive, vous avez un petit commentaire qui vous réexplique un petit peu les principales caractéristiques de chaque diapositive. Voilà pour ce qui concerne ce premier cycle qu'on appelle le cycle de Calvin. Alors on va parler